Chers amis, bonsoir. Je veux d'abord remercier la Fondation Gabriel Péri, son directeur Michel Mazot et Jean-Claude Méral pour leur invitation à parler de mon livre « La démocratie anesthésiée » au cours de ce séminaire, aux côtés de Pierre Zarka, que je retrouve ici ce soir avec plaisir. Bien sûr, j'ai lu son livre, dont parlait Jean-Claude à l'instant, « Oser la vraie rupture, la gauche, année zéro », avec lequel je partage bien des analyses. Et nous pourrons, je l'espère, y revenir tout à l'heure, si vous le souhaitez. Alors, tu m'as proposé, cher Jean-Claude, de parler du travail, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne, de revenir sur quelques analyses du chapitre 1 de mon bouquin, précisément intitulé « Le travail refoulé sous l'emploi ». J'y développe une idée qui part d'un constat que chacun peut faire. Le mot « travail » a disparu du débat politique. Il est partout remplacé par celui d'emploi. Un consensus troublant, en effet, et partout répété, établit que, comme on dit, l'emploi est la préoccupation numéro 1 des Français. Et qu'entre gauche et droite, si on veut aller au pouvoir ou y revenir, il faut ferrailler ferme sur l'emploi. Je rappelle qu'à l'inverse, Sarkozy a pu gagner des voix chez les ouvriers et dans les milieux populaires en 2007 parce que, sous l'impulsion de communicants avisés, il a su parler du travail, de la France qui vit durement, qui se lève tôt et dont on ne parle jamais, ce sont des citations, de la fierté du travail bien fait et du travailler plus pour gagner plus, etc. Il a parlé du travail tout en ferraillant par ailleurs avec la gauche sur l'emploi. Preuve que les deux mots ne reviennent pas au même et que les angoisses populaires les plus profondes portent sur le travail et non sur l'emploi, en dépit du tapage médiatique incessant qui prétend le contraire. Alors, depuis la parution du livre, j'ai constaté avec plaisir que la question du travail était reparue ici ou là dans les préoccupations. Un séminaire d'Espace Marx s'est tenu il y a peu sur la question du travail. Une journée d'études a été organisée au Sénat par Jack Rallit et Yves Clos sur la même question. Et de même, j'ai lu avec intérêt l'article paru dans l'Humanité du 5 janvier 2012 de Jean-Claude Méral, intitulé « La place de l'humain dans le travail », et dans lequel il est dit notamment, je cite, « Car le travail, ce n'est pas seulement avoir un emploi, c'est se sentir utile, c'est être membre d'un collectif et de la société, c'est tout simplement vivre dans la dignité et plus dans l'assistanat. » Tout cela pourrait donc passer pour un rééquilibrage du discours, un recentrement du propos et de l'intention, comme si on pouvait dire « on ne parle plus seulement de l'emploi, on va jusqu'à la question plus riche et plus complexe du travail humain et de sa place dans une société comme la nôtre. » Bref, on enrichit, on complète l'analyse de l'emploi par celle du travail. Or, à mes yeux, et c'est ce que je voudrais souligner ici aujourd'hui, si l'on s'en tient à cela, on ne fait que la moitié du chemin. Car le problème n'est pas seulement que l'analyse en termes de travail est plus riche que celle d'emploi, c'est que le discours et la logique portés par le mot « emploi » sont là pour refouler le discours et la logique portés par le mot « travail ». C'est que
le discours en termes d'emploi est là pour inverser le discours sur le travail et ce qu'il rend pensable. Alors, pour le faire comprendre, je vais vous citer un court extrait d'une pièce de théâtre. Cette pièce a été écrite par Serge Valetti et elle est intitulée « Salaout ». Salaout, ça veut dire salut en italien, puisqu'il s'agit d'une pièce où des Italiens interviennent, mais il faut entendre sale mois d'août, sale août, sale mois d'août, puisqu'en effet, la pièce fait allusion à un drame qui s'est passé au mois d'août. Peu importe d'ailleurs ici le sujet de la pièce, je me concentre sur un court extrait que je vous lis. Un premier personnage appelé Léon, parlant d'une grande entreprise de la région, déclare « Savez-vous combien la compagnie gagne chaque année sur le dos de ses ouvriers ?» À quoi un second personnage répond « C'est la meilleure. Léon, enfin Léon, sais-tu plutôt combien les ouvriers gagnent sur le dos de la compagnie ? N'inverse pas tout. C'est la compagnie qui fait vivre toute la ville. Qu'elle disparaisse et la région demain tombe en ruine illico presto. » Voilà. Je dirais que le premier personnage, Léon, parle de travail, tandis que le second personnage parle d'emploi. Et vous le voyez, entre les deux, un monde à l'endroit, un monde à l'envers. Entre les deux, une inversion. Et on en voit la conséquence. Si on tient le fil, la logique du travail et de son rôle dans la vie des humains, alors on se dirige vers l'idée que c'est le travail, et donc les travailleurs, qui créent les richesses de l'entreprise et de la société. Tandis que si l'on suit le fil et la logique de l'emploi, alors on arrive à la conclusion que c'est l'entreprise qui donne ses emplois à la ville, à la région, aux humains, et que c'est donc l'employeur qui est le maître du jeu. Autrement dit, tout se met à l'envers dans le théâtre d'ombre porté par l'emploi. Il ne s'agit donc pas seulement, dans cette affaire travail-emploi, d'une question de grammaire, de vocabulaire, mais pas non plus seulement d'une question de dosage entre un plus et un moins. Accepter le mot emploi et les pensées qui vont avec, c'est se situer pieds et poings liés sur le terrain de l'adversaire. Voilà l'idée que je mets en avant. Vous me direz si elle est juste, je la soumets à la discussion, bien entendu, et je la résume d'un mot qui m'a d'ailleurs été soufflé au cours d'un débat sur le livre. Le travail mène au travailleur, l'emploi mène à l'employeur. Alors, vous comprenez pourquoi le mot « travail » est politiquement clivant et pourquoi un discours sur le travail, un discours, seulement un discours, rien que des mots, bien entendu, comme celui de Sarkozy en 2007, peut être entendu et remarqué par les ouvriers et les milieux populaires. Parler du travail, c'est parler d'eux en valorisant leur puissance et leur rôle. Ce que ne fait évidemment pas un discours sur l'emploi, qui les méprise d'emblée en les considérant comme des assistés à qui l'on va donner un emploi, s'ils se tiennent tranquilles, et si un employeur le décide souverainement selon son bon plaisir. Et la question du travail est d'autant plus audible et discriminante que l'on est à l'heure où ce qui est valorisé, c'est la finance et les agences de notation, c'est-à-dire une manière de faire de la richesse sans passer par le travail humain, une manière de faire de la richesse qui nie le travail humain dans sa substance même et qui ne vise à rien d'autre qu'à le réduire. Alors, je continue de tirer le fil du travail pour montrer combien la question est décisive, non seulement
pour saisir ce qui se passe dans l'entreprise, dans les lieux de travail, mais surtout pour tout ce qui en découle dans l'ensemble de la société. Je cite dans mon livre une formule de Marc Sangnier, l'animateur du Sillon au XIXe siècle, un homme que l'on range habituellement dans la rubrique du christianisme social. Cette formule, c'est « On ne peut avoir la République dans la société tant qu'on a la monarchie à l'entreprise ». Une belle formule que l'on peut facilement comprendre comme voulant dire « Pas de démocratie possible tant que dure l'esclavage salarié ». Alors, elle nous plonge au cœur d'une analyse du travail et de sa forme moderne, le salariat, qu'elle perçoit comme une suggestion à un monarque, la monarchie dans l'entreprise. Autrement dit, nous sommes bien dans une analyse politique du travail. Le salariat, c'est une manière de soumettre le peuple en le tenant dans son corps. Et nous sommes là, du coup, dans un paysage de pensée familier à Marx, qui montre dans le Capital que le salariat, ce n'est pas seulement une manière économique de permettre l'extorsion de plus-value, de profit, de survaleur, comme vous voulez, mais Marx montre que c'est une manière politique de soumettre le peuple des ouvriers au moment où l'on va se réclamer de la souveraineté du peuple dans la société pour abattre la monarchie de droit divin et le pouvoir absolu des rois. Je pense là à toute son analyse de la révolution industrielle dans le livre 1 du Capital. Une analyse qui, je le répète, n'est pas seulement économique, comme on le dit souvent en rappelant que le salaire va avec la plus-value qu'il produit, mais une analyse qui est politique, en ce qu'elle conçoit le salariat comme une manière de soumettre le peuple des ouvriers en le tenant au corps dans le travail lui-même, et précisément dans sa nouvelle organisation industrielle, la révolution industrielle, dans la discipline imposée au corps par les machines et les automatismes, dans la suggestion du capital vivant au capital mort. Donc en tenant le peuple au corps, le peuple des ouvriers au corps, dans le travail lui-même. Et cela, au moment où on se réclame du peuple en général et où l'on proclame la souveraineté du peuple dans la société. Pensez à ce que représente au fond la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française, si vous voulez, pour comprendre cette idée de souveraineté du peuple. En somme, on se réclame du peuple ici, dans le droit, dans les discours et au fronton des édifices, mais après l'avoir asservi là, dans son corps, au travail. Et c'est cette analyse qui conduira Marx à dire aux ouvriers de l'Association générale des travailleurs en 1865, au lieu du mot d'ordre conservateur, un salaire équitable pour une journée de travail équitable, les ouvriers doivent inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire, abolition du salariat. J'ajoute que l'on voit bien, d'ailleurs, comment s'enclenchent les deux, qu'on voit bien là, comment s'enclenchent les deux logiques dont j'ai parlé et l'inversion qui les oppose. Car l'employeur dira « Mon entreprise est ma propriété privée. L'État ni les partis politiques ne peuvent donc y pénétrer sous peine d'usurpation. Mon entreprise est hors de l'espace public et donc hors du champ de la politique. » Mais les syndicats et les organisations révolutionnaires diront à l'inverse, l'entreprise n'est pas un lieu en marge de la société, un lieu séparé et à part,
Et l'on y fait bien de la politique, même si c'est d'une autre manière que dans le reste de la vie sociale et dans l'espace public, précisément en y faisant vivre la forme de soumission des hommes au travail qu'est le salariat. Et l'on ne voit pas pourquoi on accepterait ici, dans l'entreprise, le pouvoir absolu d'un maître, alors qu'on le refuse là, le pouvoir absolu des rois au nom de la souveraineté du peuple. Alors, vous me direz, ces rappels historiques sont bien gentils, mais on nous voilà très loin de mon propos initial sur l'emploi et le salaire. Et pourtant, nous sommes en plein dedans. Si vous parlez du travail, alors vous pouvez poser cette question iconoclaste, qu'est-ce qu'un salarié ? Est-il naturel et évident ? Est-ce que cela va de soi de naître salarié et de le rester toute sa vie ? Et est-ce qu'il peut y avoir un post-salariat, comme il y a eu dans l'histoire des formes pré-salariales, l'esclavage, le servage, etc. Si, à l'inverse, vous avez enfourché la logique de l'emploi, alors l'emploi et le salaire qui va avec constituent des données permanentes, indépassables. Et la seule question qu'il est légitime de poser dans cette grille de lecture-là, c'est est-ce que mon salaire est juste ou pas ? Est-ce qu'il est suffisant ou pas ? Est-ce qu'il correspond à mon emploi ? La question révolutionnaire, comme dit Marx, de la nature du salariat et de son dépassement historique est informulable, inaudible dans le discours de l'emploi, qui la replie prudemment sur la seule question du niveau de mon salaire. J'insiste sur le côté individuel, mon salaire, de la revendication, et je vais y revenir dans un instant. Alors, bien entendu, ce que je formule là ne veut pas dire que la question du niveau du salaire n'a ni importance ni intérêt. Je ne suis ni aveugle ni fou. Mais cela veut dire que la question du niveau de salaire épuise celle de l'emploi, qu'elle en fait le tour. Qu'est-ce qu'un bon emploi ? C'est un emploi bien payé. Point final. Tandis que la question de la rétribution du travail n'est qu'un aspect de celle du travail qui en comprend bien d'autres. Un bon travail, c'est un métier concret, un savoir-faire, des gestes précis, une équipe de travail, une activité intéressante, épanouissante, utile socialement, qui aboutit à ceci et cela, etc. Voilà quelques-unes des facettes qui entrent dans l'interrogation sur le travail. Et bien entendu, celle du travail bien payé, de la rétribution du travail, y est aussi, mais ce n'est pas la seule. Donc, la formule de Marc Sangnier et son interrogation sur la monarchie dans l'entreprise est donc bien centrale dans une analyse en termes de travail. Elle disparaît dans une analyse en termes d'emploi. Elle relie la question des rapports des hommes dans le travail et celle des rapports des hommes dans la société, en affirmant pas de démocratie dans la société tant qu'on a la monarchie à l'entreprise dans le travail. Mais ce lien est rompu dans une analyse en termes d'emploi, et l'on peut alors réduire la question de la démocratie à celle de l'organisation de consultations électorales dans la société, tandis que dans l'entreprise, bien entendu, il n'en est évidemment pas question, propriété privée, défense d'entrée. Alors, je reviens à mon incidente sur le côté individuel de la logique portée par l'emploi. Et je veux parler là de la logique du marché, qui est consubstantielle à celle de l'emploi. Comment apparaît l'emploi en effet ? Comme une marchandise qui se vend et s'achète sur le marché. Quand je vais à Pôle emploi, je cherche une marchandise que je n'ai pas et dont j'ai besoin, un emploi. Le marché de l'emploi vient ainsi s'adjoindre au marché des marchandises. C'est un lieu où de l'emploi est à vendre
et à acheter comme n'importe quelle marchandise. Le futur employé s'y trouve en concurrence avec d'autres demandeurs de la même marchandise que lui, et il est entendu que celui qui fera la meilleure offre sera pris, et tant pis pour les autres. Sur un marché, il n'y a que des individus et leurs besoins propres. C'est la loi de l'offre et de la demande qui y règne, et l'on est dans le cadre d'un échange entre individus acheteurs et vendeurs, où c'est chacun pour soi. Tout s'y déroule, au fond, comme chez le marchand. Je cherche telle marchandise, je la trouve ou non, je la prends ou non. Tout s'y noue entre une personne libre de vendre et d'acheter ou non. Tout s'y déroule à égalité. L'employeur a l'emploi et l'argent, le candidat à l'emploi choisit sa marchandise ou non, il décide d'être employé ou non, la transaction se fait ou ne se fait pas, le contrat d'embauche se signe ou pas. Remarquons-le, dans tout cela, le travail n'apparaît à aucun moment. Il n'interviendra qu'ensuite, quand on aura quitté le marché, quand on sera entré dans l'entreprise qui, elle, n'est pas un marché. Alors, on le voit, marché, marchandises, concurrence, offre et demande, prix, nous sommes bien dans le registre de la consommation et le consommateur regarde le monde à la lumière de ses besoins à lui et de personne d'autre. Or, précisément, n'est-ce pas cette logique de la consommation qui recouvre toute la vie sociale aujourd'hui et qui nous paraît si naturelle et si habituelle que nous l'appliquons à tout? Alors, nous l'appliquons au temps de notre vie passée au travail. On vient de le voir. L'emploi est une marchandise qui se vend et s'achète. L'employeur offre ses emplois à l'employé qui les demande comme une marchandise dont il a besoin. Pourquoi faire? Pour avoir un salaire et pouvoir le dépenser dans la consommation. Avec le salaire, nous pénétrons donc dans le lieu où on le dépense, c'est-à-dire dans la sphère du temps passé hors travail. Et hors travail, que trouve-t-on? Le marché des marchandises, des services, des loisirs. Un marché sur lequel on trouve tout, puisque tout est susceptible de devenir marchandise, y compris la conscience des individus, puisque les chaînes de télévision peuvent la capturer, la fidéliser, cette conscience, pour ensuite la vendre comme une audience à des annonceurs publicitaires. Bon, je renvoie au livre pour une analyse plus fouillée. Tout est marchandisable et tout est fait pour canaliser mon désir en le focalisant sur ce qui est achetable sur le marché. C'est en ce sens que j'écris dans mon bouquin, le capitalisme ne produit pas que des marchandises, il produit aussi des consommateurs, c'est-à-dire de la fringale consumériste sans cesse entretenue, fixée sur les marques qu'il faut avoir pour être de son temps et sans cesse renouvelée selon les goûts du jour. Et donc, pour tout ce temps passé hors travail, on est encore là, pris dans les filets du marché et de la consommation. Et l'on peut aller encore plus loin, car n'est-ce pas à travers cette grille de la consommation et du marché que l'on s'acharne à ce que nous considérions la citoyenneté et la démocratie? Car si l'on interroge autour de nous, n'est-ce pas en quelque sorte naturellement que l'on considère la démocratie comme s'il s'agissait de la même chose que de la concurrence propre au marché? Au fond, quand est-on sûr d'être en présence de démocratie? Nous répète-t-on tous les jours. Eh bien, quand la politique et la question du pouvoir se ramènent à une concurrence libre et non faussée. Et en effet, nous assène-t-on doctement. Quand il n'y a pas concurrence sur le marché politique, s'il y a par exemple parti unique, alors ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature, l'autoritarisme. Si la concurrence est truquée, si on fait voter les morts, ou si elle n'est pas libre, s'il n'y a pas
pluralité des compétiteurs et organisation honnête du pluralisme, alors c'est aussi la dictature. Et l'on peut continuer. La démocratie, c'est un marché électoral, c'est un marché où le choix s'appelle consultation électorale, et c'est un choix de consommateurs. Les électeurs sont les consommateurs, ils choisissent la marchandise dont ils ont besoin. Sur le marché, il y a des marques différentes qui sont proposées. L'offre politique est en tout point comparable à une offre commerciale avec ce qu'il y faut de marketing et de publicité, ce que l'on appelle alors dans ce cas-là la communication. Qui met ces produits en vente sur le marché? Des entrepreneurs spécialisés, autrement dit des professionnels de la politique, des partis, et c'est l'État, avec ses institutions, qui organise et garantit le marché et sa concurrence. Tout cela a bien l'air de coller. Vous voyez comment on passe facilement d'un registre à l'autre, du marché à la démocratie. Mais, évidemment, avec cette conséquence capitale qu'il faut bien noter, que quand le marché est fini et que les marchandises sont choisies, alors les jeux sont faits. Les consommateurs n'ont plus leur mot à dire, ce n'est plus à eux de jouer, mais aux professionnels de la politique et de l'État. Alors, vous voyez, tout a l'air libre et non faussé, tout a l'air de se jouer à égalité entre personnes libres, comme dans le vocabulaire de l'emploi par rapport à celui du travail. Mais en réalité, ceux qui s'organisent là, à travers les mots familiers de la consommation et du marché, c'est la dépossession du citoyen de sa propre puissance, puisqu'il n'est décideur que de son chef, que de son gouvernement qu'un jour tous les 5 ou 6 ans, et qu'ensuite, tous les jours qui passent, la vie politique se déroule sans lui. Alors, si je reprends la fameuse formule du président américain Lincoln, prononcée à Gettysburg en 1863, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. On voit comment elle se transforme, mine de rien, et sans en avoir l'air, en cette autre formule, la démocratie, c'est le gouvernement au nom du peuple, mais par d'autres que lui, et donc sans lui, et le plus souvent contre lui. Évidemment, cette seconde formule vide la première de tout son sens et de toute sa dimension. Mais c'est pourtant la conception la plus courante de la démocratie aujourd'hui, celle qui réduit la citoyenneté à la consommation et les citoyens à des consommateurs sur un marché avec concurrence libre et non faussée. Autrement dit, les élections, les débats, les sondages, la liberté d'expression, le pluralisme, le battage médiatique, la communication et les coûts médiatiques, tout cela contribue à établir l'idée que la parole est libre, que les citoyens ne se privent pas de l'apprendre et qu'en un mot, nous sommes donc bien en démocratie aujourd'hui en France, quand la démocratie y est vidée des exigences essentielles contenues dans son concept, autrement dit, anesthésiée. Car nous en sommes toujours aujourd'hui à ce que Joseph Schumpeter écrivait en 1942 dans son fameux ouvrage à succès intitulé « Capitalisme, socialisme et démocratie ». J'en cite juste un tout petit extrait. Les électeurs situés en dehors du Parlement, parce qu'il y a des électeurs situés dans le Parlement, les électeurs situés en dehors du Parlement doivent respecter la division du travail entre eux-mêmes et les politiciens qu'ils élisent. Ils doivent comprendre qu'une fois qu'ils ont élu un individu, l'action politique devient son affaire et non la leur. Et vous avez noté l'argument avancé, la division du travail. Autrement dit, là encore, l'analyse du travail, pas de l'emploi. La division du travail qui inscrit dans la nature des choses la séparation des gouvernants et du peuple, la scission de la société civile et de l'État, la professionnalisation des tâches politiques et le fait qu'elles sont confiées à des exécutants dont c'est la mission exclusive et la carrière. Autrement dit,
De même que l'emploi est une vitrine alléchante avec la mise en scène de ces rapports entre personnes libres et égales. Donc c'est une vitrine alléchante chargée de laisser dans l'ombre, de dissimuler et de faire accepter la réalité des rapports des hommes dans le travail. La question de la soumission au cœur du salariat. Eh bien, de même, la conception courante et consommatrice de la démocratie la réduit comme peau de chagrin. Tout s'y déroule dans la fête d'une compétition libre et non faussée, étant entendu qu'ensuite la fête est finie, et que ceux dont c'est la nature d'être gouvernants gouvernent et gouvernent seuls comme ils l'entendent. Exit le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais, selon la doxa régnante, tout le monde est content et s'en satisfait. Nous sommes bien en démocratie, puisque l'on a choisi de manière libre, égalitaire, une personne égale une voix, et non faussée. Alors, je dis tout le monde est content. Non, justement, car voici des printemps des peuples, des indignés qui se lèvent en disant que ce petit jeu ne prend plus. Et voilà, dans un pays comme la France, tous les symptômes politiques d'un système bloqué. Je me contente de noter quelques-uns des traits les plus marquants de ce blocage. L'abstention, la non-inscription sur les listes électorales, méfiance envers la classe politique, autrement dit les politiciens professionnels, caractère insupportable de la corruption, du carriérisme, du cumul des mandats et des indemnités, dérives oligarchiques de plus en plus nettes et fréquentes. Et l'on comprend bien pourquoi. Ce petit jeu a l'air de vous sacrer souverain, roi de la fête démocratique, pour mieux vous déposséder. Ce petit jeu veut vous faire courir vers votre servitude en vous la faisant aimer comme s'il s'agissait de votre salut, pour paraphraser une formule de Spinoza. Et c'est ce que j'appelle dans le livre, en reprenant le concept à Tocqueville, un despotisme démocratique. Alors il est temps pour moi de conclure, pour ne pas dépasser l'horaire qui m'a été imparti, et je conclurai en 4 points. Premièrement, je crois avoir montré que si l'on tient le fil du travail, alors on ouvre le regard et la conscience sur toute une série de questions essentielles pour qui veut changer l'ordre existant. Des questions que le discours omniprésent sur l'emploi vise à effacer, à laisser dans l'ombre, à refouler au sens freudien du terme, à rendre inaudible. Deuxièmement, rester pris dans les filets de la logique portée par le mot « emploi », c'est non seulement laisser dans l'ombre des questions cruciales, mais c'est se placer sur le terrain de l'employeur, ce qui lui donne le beau rôle, celui de créateur de cette marchandise magique, l'emploi, tandis qu'elle inscrit le peuple dans le rôle du simple demandeur d'emploi, dans le rôle de celui à qui l'on donne, ce qui revient à l'inscrire dans la faiblesse, l'insignifiance et la passivité. Troisièmement, tenir le fil du travail, c'est s'interroger sur son rôle dans la vie sociale et faire d'emblée des travailleurs les acteurs de son développement. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'ils sont des acteurs dans l'entreprise, là où s'accomplit le travail. Mais ce qui va aussi bien au-delà, car le travail ouvre à toute la vie sociale, comme on l'a vu, avec cette réflexion sur la division du travail, la division sociale du travail, qui est essentielle pour situer le rôle des gouvernants, et donc pour critiquer la conception du pouvoir comme domaine réservé, afin de donner libre cours à une pensée neuve des exigences inscrites dans le concept de démocratie. Quatrième point ensuite, nous sommes à l'heure de la révolte, de l'indignation, de la résistance, du réveil de l'histoire, si l'on veut parler, si l'on en croit Alain Badiou. Alors, qu'on me permette de citer une formule d'Albert Camus,
prélevé précisément dans son livre « L'homme révolté ». Je cite, « La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. » Et le même Camus dit encore ailleurs, « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. » Et de fait, on voit combien les pensées, ce que j'ai appelé les logiques du travail ou de l'emploi, etc., combien les pensées se glissent et passent silencieusement dans les mots sans qu'on s'en rende compte consciemment. On comprend du coup combien il peut être contre-productif de lutter avec des mots qui portent les pensées de vos adversaires, des mots qui jouent contre vous. Et puisque je parle des mots, j'espère que vous voudrez bien me donner acte que ce soir, je n'ai pas retenu votre attention inutilement en pinaillant sur les mots avec stérilité. Je dis cela parce que c'est une conception courante dans la tradition communiste qui est la mienne, que d'affirmer que le parti n'est pas un club de discussion. Et je sais que plus généralement, la même idée traîne volontiers dans le mouvement progressiste. Les mots, les phrases n'y ont pas bonne presse, ce qui compte, c'est l'action. Eh bien, ici au moins, puisque nous sommes dans un séminaire de recherche, je pense qu'il sera admis que nous discutions des mots, dès lors qu'il ne s'agit pas de les couper en quatre comme les cheveux, mais de comprendre, comme dit l'autre, comment les idées portées par les mots deviennent des forces matérielles. Je vous remercie de votre attention.